Sérieusement? Le coup du double maléfique, ça fait plus peur à personne, hein. Et puis, cette tronche-là, ben, je la vois tous les matins dans ma salle de bain. T'as rien de plus effrayant. J'ai ramené de la ratatouille. Ah! Oh la vache. J'ai pas eu peur comme ça depuis... Depuis l'épisode 10 de la saison 4 de Buffy contre les vampires. C'est un exemple très pertinent. Bonjour à tous et bienvenue sur Va des Rétro. Aujourd'hui un épisode tout spécial car on aborde un cinéma que j'adore, un cinéma qui a bercé mon enfance et qui m'en a mis plein les yeux. Je veux parler du cinéma hongkongais. Quand on grandit avec cette chose merveilleuse qu'est le cinéma, on réalise très vite qu'il y a deux sortes de films. Ceux qu'on regarde au fil des années, qui façonnent petit à petit notre culture, peuplent nos souvenirs et enrichissent nos anecdotes ciné, et il y a ces autres films qu'on découvre, et qu'on redécouvre, et qu'on redécouvre, encore et encore, parce que quand on est enfant, si on aime un film, on va se regarder la VHS 3 à 6 fois par semaine, bande-annonce compris, et ce non-stop jusqu'à ce que la VHS surchauffe et fasse cramer le magnétoscope, la baraque et tes parents avec. Bon après j'exagère, hein. Moi à l'époque j'avais juste fait cramer la télé et mon chat. Mais c'était une vieille télé de toute façon. Dans ma tendre enfance, j'ai regardé jusqu'à l'usure des classiques du cinéma hongkongais comme Drunken Master 2, Dans la nuit des temps, ou encore Salé sucré. Quand je travaillais dans un vidéoclub de Paris, j'ai pu déguster de superbes polars et thrillers hongkongais comme les Police Story, la trilogie des Infernal Affairs, et aussi l'incontournable collection de films de Johnny To, comme Élection 1 et 2, Running Out of Time, Full Time Killer, Mad Detective, et plein d'autres. Bref, une pléthore de films, d'heures et de soirées pizza et ketchup spaghetti à m'envoyer des histoires de meurtres, de combats, de romance et d'action. Il n'empêche que les trois grands films hongkongais qui m'ont le plus marqué restent La Fureur du Dragon 2 et avec Bruce Lee, Homme, Légende absolue et Dieu immortel mythique omnipotent et fastueux. Je pèse toujours mes mots. Un film ultra badass, super délirant, qui contient notamment son combat avec Chuck Norris au Colisée, un des meilleurs combats filmés de l'histoire du cinéma, et des combats. Non mais en plus ils ont rajouté un chaton mignon dans la scène. Tu peux pas faire mieux que ça. Ouais! Oh! Ouais! Oh! Ouais! En seconde claque hongkongaise, il y a Le Roi des Masques, film presque oublié du cinéma occidental, une fresque dramatique à la fois terrible et magnifique, entre un artiste de rue à la recherche d'une descendance et d'une petite fille perdue dans une époque particulièrement impitoyable. C'est juste beau à pleurer. Je dis pas que j'ai pleuré devant. Et le troisième opus de ma trinité hongkongaise est un film de fantôme, un de mes tout premiers films d'épouvante. Mais c'est aussi un film drôle, excitant et particulièrement touchant. Je veux parler d'Histoire de fantômes chinois. Histoire de fantômes chinois, ou Sinui Yaoan dans sa version originale. Alors je m'excuse par avance, je vais écorcher du chinois tout au long de la vidéo. Si vous êtes chinois, je vous invite à envoyer vos récriminations par courrier à ma secrétaire, qui se fera un plaisir de vous répondre. Qui est-ce que tu traites de secrétaire? Allez, plus vite t'auras fini, plus vite t'auras ton cookie. Tu me paies avec un cookie? Tu me prends pour qui? Quoi, ça aime pas les cookies les gens comme vous? Qu'est-ce que t'entends par les gens comme vous? Non. Donc, Histoire de fantômes chinois est une romance horrifico-comique hongkongaise, sortie le 18 juillet 1987 à Hong Kong et le 28 décembre 1988 en France, réalisée par... Alors déjà ça se complique. Officiellement, le film est réalisé par Chin Xiaoteng, un chorégraphe et réalisateur chinois spécialisé dans le genre du wuxiapan, qu'on peut traduire par film de héros martial. Un genre cinématographique chinois en parallèle au genre de l'heroic fantasy en Occident, avec des combats en plein air, des chevaliers itinérants, des démons et des sorciers, ainsi que des histoires tournant autour de thèmes traditionnels tels que le combat du bien contre le mal et de l'honneur face au désir. Un genre remis au goût du jour dans les années 80-90 avec des films comme par exemple L'Auberge du Dragon de King Hu ou encore l'audacieux The Blade de Choi Hark, et découvert par le cinéma occidental dans les années 2000 avec le film Tigre et Dragon d'Ang Lee ou encore Hero et le secret des poignards volants
de Jiang Yimou. Shin Seung est donc le réalisateur chorégraphe officiel du film, et pourtant certains attribuent la réalisation du film à Choi Hark, son producteur, car il a non seulement initié le projet, mais il a aussi écrit le scénario, élaboré l'esthétique du film, constitué le casting, et même tourné certaines scènes. Il a désigné Shin Seung comme réalisateur et chef d'orchestre des scènes de combat, mais il a gardé le contrôle sur de nombreux aspects du film. Parce que Choi Hark est connu pour son ambition à toujours dépasser ses limites, ainsi que la difficulté qu'il rencontre à lâcher prise sur ses projets et à s'en tenir à son rôle de producteur. Par exemple, sur le tournage de l'excellent Peking Opera Blues, par un souci de contrôle, il a, en tant que producteur, temporairement viré le réalisateur. Sauf que le réalisateur, c'était lui. Mais c'est complètement schizophrène! Ah, je te le fais pas dire. Merci! Hein? C'est quoi ça? C'est une marionnette? Une quoi? En fait, c'était tout simplement sa façon à lui d'apprendre à lâcher prise sur le projet. On parle quand même d'une des légendes du cinéma hongkongais, créateur d'une nouvelle vague du cinéma chinois et réalisateur à l'origine de classiques tels que The Blade que j'ai déjà mentionné, mais aussi de la trilogie culte Il était une fois en Chine avec Jet Li, du très beau The Lovers, de l'ultra délirant Dans la nuit des temps et du jouissif Time and Tide. Et aussi une collection de films avec en tête d'affiche Jean-Claude Van Damme. Il signe encore, ces dernières années, la série des Détectives D. Bref, Choi Hark, on en dira ce qu'on voudra, mais c'est un fait, il pète la classe. C'est scientifique. Alors qui est le vrai réalisateur d'Histoire de fantômes chinois? Certains reconnaissent la touche personnelle de Shin Seung, tandis que d'autres s'accordent à dire que la qualité et le charme du film sont bien ceux de Choi Hark. Eh bien je pense honnêtement que ce qui fait fonctionner ce film, c'est justement l'union chaotique mais pleine de fougue et de passion de ces deux artistes hongkongais. Quand je parle de passion, ce n'est pas un euphémisme, car contrairement au tournage de 4 à 6 mois des films de l'époque, celui-ci en a duré plus de 8, dont un mois de tournage pour une seule séquence, telle que celle qui mélange les cascades spectaculaires et les effets spéciaux pratiqués à l'époque. La bataille qui s'est jouée entre réalisateur et producteur a dû créer un joyeux bordel sur le projet, mais c'est ce qui fait que le résultat est encore appréciable aujourd'hui. De quoi? C'est un peu comme voir deux catcheuses en maillot de bain dans la boue. Mhm. Ce qui compte, c'est pas celle qui gagne. C'est la performance. Ah, là je comprends. Le film raconte l'histoire de Ning Choi-san, un inspecteur des impôts sympathique et attachant. Un inspecteur des impôts? Sympathique et attachant. C'est un film fantastique. Ah oui, bien sûr. Interprété par Leslie Cheung, un chanteur cantopop qui a certes démarré sa carrière d'acteur avec le film érotique Dreams of the Red Chamber, qu'il qualifiera lui-même de désastre. Bon, après, si vous voulez vous faire un avis, j'ai un ami qui m'a dit qu'il y avait une version intégrale sur Pornhub. Sauf qu'il n'y a pas les sous-titres. C'est pas un problème. Malgré ça, Leslie Cheung est un acteur de légende, qui a interprété des rôles dans de nombreux chefs-d'œuvre, tels que Le Syndicat du crime de John Woo, Adieu mes concubines de Chang Cage, et Happy Together de Wong Kar-wai. Si cet épisode vous a au moins fait découvrir Leslie Cheung, ce sera déjà super. Ning Choi-san fait la tournée des villages de campagne pour collecter les impôts des petits commerçants. Mais, la pluie endommageant son livre de taxes, il se retrouve sans argent pour se payer une auberge. Il décide donc de passer la nuit dans un temple désert perdu en pleine forêt. Un bon 2 étoiles sur TripAdvisor. Il croise sur son chemin Yin, interprété par Wuma, un prêtre guerrier taoïste ultra badass, genre c'est complètement abusé comment ce personnage pète la classe à tous les niveaux, un moine combattant magicien qui chante ses prières en rappant. C'est purement génial, et il reprendra un rôle de prêtre guerrier taoïste rappeur dans le film Fox Legend, ainsi que dans le film Picture of a Nymph, qu'il a lui-même réalisé. Chuck Norris, il a beau défoncer des têtes, il aura jamais prêtre taoïste sorcier guerrier rappeur sur son CV. 3 fois. Pour la petite histoire, Wuma lui-même révèle qu'ils ont dû refaire toutes les scènes où il apparaît, car sur les premières prises, ils avaient posé ses faux sourcils à l'envers, ce qui lui donnait un air plus morose qu'imposant. Et je vendrais père et mère pour voir ses prises. Trop tard. Je les ai échangés contre un grille-pain. Zut. Yin prévient notre héros que le temple est hanté, mais Ning ignore le conseil et décide de rester. Il est alors attiré par les mélodies de Nip Siu-sin, une femme mystérieuse qui charmera Ning, mais qui s'avère être un esprit qui attire les hommes pour les offrir à son maître, joué par Lau Xiuming, et qui s'avère être un kuei, ou un arbre démon, qui se nourrit de leur essence vitale, avec sa langue. D'ailleurs, Joey Wong, qui joue Nip Siu-sin, va, avec ce rôle de fantôme, se retrouver à jouer toutes sortes d'esprits éthérés et autres créatures légendaires après ça, dont le film Green Snake, cette fois-ci 100% Choi Hark, dans lequel elle joue une femme serpent qui, avec sa sœur, tente de se réincarner pour rejoindre le monde des humains. Anecdote amusante, Joey Wong est à l'origine une joueuse de basketball professionnelle, et même si elle correspondait parfaitement au rôle sensuel et éthérique du personnage, elle avait lors du casting une démarche de basketteuse. Choi Hark lui a demandé de suivre des cours d'opéra pékinois afin d'adopter une nouvelle posture et des mouvements plus délicats et poétiques dans son interprétation de beauté ectoplasmique. Elle est donc passée de ça
à ça. Somptueux. Histoire de fantôme chinois s'inspire à la fois du film L'ombre enchanteresse de Li Hanxiang et surtout de la nouvelle L'étui merveilleux, extrait du recueil de contes Contes étranges du studio du Bavard, écrit dans les années 1600 par Pu Songling, dont le thème récurrent est celui d'un jeune lettré séduit par une femme renarde, un esprit à la fois bienveillant et dangereux, qui reflète les influences malveillantes qui mènent à leur perte les humains naïfs, esclaves de leurs propres désirs. Honteux. Le film est donc un véritable conte cinématographique. On y retrouve certes les thèmes classiques du bien contre le mal, de l'amour plus fort que la mort, mais ce sont des messages clairs qui permettent au film de prendre des paris plus risqués sur son esthétique et son mélange de genres poussé à l'extrême. Car le film est un bel équilibre de 3 genres cinématographiques. De 1, on a le genre horrifique. Des monstres et fantômes aux aspects délicieusement grotesques. Mention spéciale aux zombies en stop motion qui me terrifiaient enfant et qui aujourd'hui... ils me font mi-marrer, mi-flipper. Ils me font marpler. Ainsi que des plans subjectifs du démon en mode shaky cam, sensiblement les mêmes que ceux utilisés par Sam Raimi pour les plans des esprits démoniaques dans son film Evil Dead, c'est-à-dire des plans faits avec une caméra clouée sur une grosse planche en bois et trimballée par l'équipe technique. Il a aussi créé la vasocam, qui nécessite une caméra, du sparadrap et beaucoup de vaseline. Ah, non, c'est pas ce que tu crois. C'est quand tu prends le sparadrap, Non. tu l'enroules autour du hamster. Non. On pourrait même oser parler de références visuelles en citant les monstres tels qu'on les trouve dans les films de la Hammer, la légendaire société de production de cinéma fantastique. De 2, on a l'aspect romantique. La romance complexe entre un fantôme et un mortel. C'est d'ailleurs une des problématiques du film, et qui fonctionne à merveille grâce à l'écriture des personnages et à la performance des acteurs. De 3, on a le style comique. Le film foisonne de scènes burlesques et absurdes, simples mais efficaces, ce qui lui permet de rester intemporel, malgré des effets spéciaux à l'époque avant-gardistes, mais qui aujourd'hui ont pris un sacré coup de vieux. Les scènes d'action sont elles-mêmes assaisonnées d'une belle pincée d'humour de type slapstick comédie, ou comme on dit en français, un humour très... Bref, entre horreur, romance et comédie, le triangle fonctionne. Et apparemment je ne suis pas le seul à avoir apprécié le film car il a eu un énorme succès lors de sa sortie, 15e meilleur au box-office de l'année, le projet étant initialement une série et non un film, son succès a permis la réalisation de 2 suites, Histoire de fantôme chinois 2, qui suit directement la première histoire, et le 3e volet qui met en scène, 100 ans plus tard, un nouveau héros, interprété par un jeune Tony Leung, superstar hongkongaise, aujourd'hui plus connue pour ses rôles dans Infernal Affairs, Les Trois Royaumes, et les films de Wong Kar-wai comme In the Mood for Love et 2046. Alors les suites ne valent certes pas le premier opus, mais je vous les recommande malgré tout, car elles restent très réjouissantes, truffées d'action et d'humour, et d'une panoplie inédite de nouveaux monstres. Mention spéciale aux 1000 pattes géants du second film, conçu par l'équipe américaine qui a conçu les robots géants du tout premier Terminator. Le film a aussi connu une version animée en 1997 et un remake en 2011. Même la musique, qui souligne le caractère épique du film et particulièrement mélodique, est devenue assez culte, surtout le thème principal, chanté par Leslie Cheung lui-même, qui a connu de nombreuses reprises et adaptations. Voilà ma reprise préférée. En parlant de musique, Shin Se-tung a décliné lui-même l'univers et le style de son film en réalisant le fameux clip de Mylène Farmer, Amstramgram, qui reprend la même photographie et le style fantastique du film. Alors certes, de premier abord, le film contient de nombreux aspects très n'importe nawak, surtout pour le public occidental. Par exemple, au pif, l'arbre démon androgyne qui se transforme en langue géante. Bon, d'un côté, c'est pas plus barré qu'une équipe de mutants ninja pizzaphiles ou un film sur un chien transformé en homme qui devient footballeur professionnel et qui insère dans son intrigue un groupe de skinheads qui se font défoncer par des profs de taekwondo. Non mais je dis pas que j'aime pas, mais je veux une explication. Pour Histoire de fantôme chinois, tout a un sens. Par exemple, les sorts jetés par Yin sont un mélange de mouvements utilisés lors de vrais exorcismes et ceux de prières bouddhistes. D'un autre, l'aspect androgyne du démon Lao Lao a une signification symbolique particulièrement utilisée dans le cinéma à l'époque. Alors je vous préviens, ça va être la parenthèse la plus particulière que j'ai faite jusqu'ici. Ça va parler de sexe? Oui et non. Je sens que je vais pas aimer ça. Mais ça va être ludique. Je vais définitivement pas aimer ça. Dans la civilisation chinoise, la présence d'eunuques, c'est-à-dire d'hommes dont on avait coupé les ne sont pas seulement au service de l'empereur, mais aussi ses conseillers. Pour les films d'action, les eunuques sont souvent des présences maléfiques. Étant désidentifiés par la représentation des genres, la symbolique qui en découle est que le pouvoir des eunuques réside dans la difficulté même à identifier leur sexe. L'asexué est vu comme un outsider, un être dont les forces inaptes à la reproduction ne peuvent être réinvesties que de façon perverse et dangereuse pour la société. Ils ont une place particulière dans le cinéma chinois populaire, dans Swordman 1 et 2, ainsi que dans Histoire de fantôme chinois.
dans lequel Choi double son personnage androgyne avec des voix masculines et féminines mixées, pour amplifier son aspect surhumain. Et l'eunuque quasi-démonique n'est pas rare dans le cinéma chinois. Il est stigmatisé comme sadique, extrêmement puissant et invariablement mauvais. Son kung-fu est pratiquement incontestable, lui donnant une virilité particulière dans le monde des arts martiaux. Un exemple plus moderne qui me semble tout à fait connecté à ce concept se trouve dans la série Mr. Robot, une série absolument brillante et merveilleusement écrite. Le grand némésis de la série, le général Zhang, opère à la fois en tant qu'homme politique surpuissant et en tant que femme sous son identité de White Rose, chef de la Dark Army, le dangereux réseau qui contrôle l'envers du décor. Un personnage doublement genré, aussi brillant que maléfique, et un ennemi qui semble presque intouchable. Alors oui, ça peut relever d'autres problématiques sur la vision des genres et des sexes en Chine. Et là-dessus, je préfère utiliser mon joker. C'est une autre culture. Bref, si vous ne connaissez pas encore le cinéma hongkongais, ce film est un très bon début. Il est inspiré d'un genre très classique du cinéma chinois, et pourtant techniquement très en avance sur son temps. De près ou de loin, c'est un petit peu comme... Un peu comme dans l'épisode 12 de la saison 16 des Simpsons, où Selma, une des sœurs de Marge, est accompagnée par la famille jusqu'en Chine afin qu'elle puisse adopter un enfant. Les Simpsons se retrouvent alors confrontés à une nouvelle culture, ainsi qu'aux lois auxquelles ils devront s'adapter. Vous me soignez avec de l'acupuncture? Oh non, un porc épic vous est passé dessus pendant votre sommeil. Va-t'en, allez, reviens l'année du porc épic, c'est-à-dire jamais. Pour les intéressés, si vous ne savez pas où trouver le film, il se trouve qu'il est en HD, en intégralité, sur YouTube, avec sous-titres anglais. Je vous mets le lien dans la description. Donc si vous vous débrouillez un tant soit peu en anglais, vous n'avez plus d'excuses. Bonne soirée, et bonne séance. Alors, on a du courrier? Oui. Ah, qu'est-ce que ça dit? Eh ben, oui, alors, comment dire? Ça dit que tu devrais me donner une augmentation. Tu veux 2 cookies?